Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis avec David Kellon. Bonjour. J'ai bien dit le nom de famille. Tu as bien dit le bon. Et une nouvelle vidéo avec une thématique qui me tient très très à cœur. Alors elle vient pas de nulle part, on vous dira à peu près à la fin de la vidéo de pourquoi on parle aujourd'hui de Doctor Who, meilleure série du monde, meilleur personnage du monde, et je suis tout à fait subjective. Absolument, tout à fait. Je vois pas pourquoi tu... Voilà, point. C'est normal. Ok, on arrête. Les occasions sont bonnes de parler de Doctor On Who. arrête la vidéo, on dit voilà, Doctor Who c'est point meilleur. Doctor Who. Voilà. C'est ça. Non mais voilà, on parle ensemble du Docteur. On va aussi beaucoup aborder l'aspect comics, parce qu'on le sait peu, mais finalement, il y a toujours eu un lien hyper important entre la production des comics et la production de la série qu'on connaît aujourd'hui avec BBC. On le fait aussi parce qu'on va la publier la semaine du jour du Docteur, qui est le 23 novembre. Et surtout, il y a eu la communication assez récente du 25 novembre avec la diffusion des épisodes de Doctor Who sur Disney. Absolument. Du rachat avec les épisodes spéciaux, les 3 épisodes spéciaux avec David Tennant. Absolument. Est-ce que déjà, pour commencer, tu pourrais me dire comment tu as découvert Doctor Who, quel épisode, quel docteur, et finalement, comment a débuté ton amour pour ce personnage-là? Oula, alors c'est assez ancestral parce qu'en fait, j'habitais aux États-Unis et en 1980, en gros, à peu près, j'ai découvert à la télé américaine des diffusions de Doctor Who. À l'époque, c'était Tom Baker, le 4e docteur, avec un chapeau, une écharpe qui fait 3 cm de rond. C'est ça, dans toutes les couleurs, voilà. Et c'était le docteur de mon enfance, et je regardais ça religieusement à peu près tous les jours, parce que c'était diffusé tous les jours, et en plus, il y avait des rediffusions, etc. Donc, c'était vraiment ça. Mais ensuite, j'ai continué de regarder autant que je le pouvais. Quand je suis rentré en France, c'était beaucoup plus dur, parce que c'était pas diffusé. Il y a eu un sursaut sur temps X très rapide, je crois 2 épisodes, même pas, et puis après c'est passé, je crois en 89 sur le Club Dorothée. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Là, c'est ma sœur qui a découvert un tout petit peu. Et des années plus tard, j'ai pu découvrir un téléfilm d'un pilote ricain qui a été fait avec le 8e docteur, avec comme méchant Eric Roberts, frère donc de Julia Roberts, et c'était pas bien du tout. Et ça a tué donc le projet. Et des années plus tard, j'ai découvert grâce à ma sœur, en fait, qui m'a montré le box DVD. Donc, j'ai pas découvert dès le départ, celui de 2005. J'ai regardé le pilote, j'ai détesté. Mais à la fin du pilote, il y avait la bande-annonce pour celui d'après, qui était « La Terre va être détruite. Il y a un satellite qui est autour de la Terre. Soirée, petit four, regardons la Terre brûler. » Et c'était incroyable. Et là, j'ai regardé avec stupéfaction à quel point c'était fantastique. Ça évoquait un peu le guide, H2G2, Douglas Adams. Absolument. Douglas Adams, qui avait été scénariste d'ailleurs sur Doctor Who. Ça va être super difficile de faire juste une vidéo sur cette série. C'est une des séries les plus longues au monde. Absolument. Avec beaucoup d'interprétations, beaucoup de scénaristes. Et on va en parler, notamment Steven Moffat, le meilleur. Si tu nous entends, s'il te plaît. Mais déjà, on peut revenir sur le pilote, parce que moi, de ce que j'avais fait un petit peu mes recherches, mais tu en sauras sûrement plus que moi, c'est que ça n'était pas du tout pensé pour être la série que l'on connaît aujourd'hui. Ça avait un objectif un peu pédagogique pour parler de la science, notamment aux enfants, et donner des types de connaissances. Puis ça a tout de suite pris une autre tournure. Alors, pour pas rentrer trop dans les détails, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, à la BBC, il y avait un producteur canadien, parce que la BBC était diffusée à travers tout le Commonwealth, et en fait, ils ont décidé de faire une série de science-fiction, effectivement pédagogique, puisque le but était que le protagoniste voyage à travers le temps et l'espace, donc pouvait découvrir différentes choses selon les époques, selon les lieux, etc. etc. Mais il y avait une règle: pas de robots. Pas de robots, non, vraiment. Et pas d'extraterrestres mal faits ou ce genre de choses qui étaient, on va dire, un reproche que pouvait faire éventuellement la BBC pour tout ce qui était science-fiction. Donc les Daleks, en fait, n'étaient pas des robots. Ils ont été présentés par la suite, mais les Daleks, en fait, il y a des créatures qui sont dedans, c'est des mutants qui sont en fait dans un carcan, mais c'est pas des robots. Mais il a fallu négocier énormément à cause de l'aspect. Et donc finalement, moi quand j'ai réfléchi à cette émission, je me suis beaucoup questionnée sur quelles questions je peux te poser sur Doctor Who. Et
tous les deux, on est fans de super-héros. Grave. Et donc, finalement, je me suis dit, est-ce que Doctor Who, c'est pas une nouvelle forme de super-héros ou c'est un super-héros qui suit une tradition qui existe déjà? Parce que quand il pense, il a, comme Batman, sa Batmobile avec son vaisseau. Il a ses robines à lui, différents types d'acolytes, que ce soit 2, 3 ou une à l'occasion. Il va avoir ses gadgets aussi, avec le tournevis sonique, les lunettes avec Peter Capaldi. Il va avoir ses grands antagonistes, ses Nemesis avec les Daleks et Cyberman, si on prend que eux. Et donc, toi, tu le visualises comment, ce Doctor Who? En fait, c'est un type de super-héros particulier. Est-ce que c'est un super-héros, déjà, pour toi? Parce que finalement, lui et toutes les interprétations, ne défend pas ce truc héroïque. Il défend juste qu'il se balade et que des fois, il sauve le monde. C'est très ambigu, mais est-ce que pour toi, il répond à une tradition du super-héros ou... Il répond à une tradition du super-héros, c'est-à-dire ce n'est pas à proprement un redresseur de tort, mais il a 2 règles. Aucune cruauté et aucune lâcheté. Donc quand il se retrouve face à une injustice, il intervient, même si lui-même professe qu'il des fois il ne devrait pas, parce que c'est pas le moment, il ne faut pas interférer. Oui. Il le fait quand même. Oui. Quelles que soient ses incarnations, que ce soit quelqu'un de chaleureux, que ce soit quelqu'un de cruel, parce qu'au tout début, la première version, c'est un vieux monsieur qui cherche pas plus loin, c'est-à-dire que quand il est découvert... Un peu buté. Je connais pas du tout la première version. La première version, en fait, c'est littéralement un grand-père, et en fait, ça commence par une salle de classe avec sa petite fille, car il a une petite fille, qui est beaucoup trop douée, qui est en avance sur tout ce qui est mathématiques et autres, etc., physique. Et ses profs vont la suivre parce qu'elle la trouve très, 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 très bizarre, cette gamine. Et en fait, en la suivant, il débarque sur une sorte de terrain vague et il découvre cette espèce de boîte, cette cabine de police qui est déjà caduque. Et quand il l'ouvre, bien entendu, c'est plus grand à l'intérieur. Il découvre un vieux dedans. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Que faites-vous chez moi? Et les 2 profs se disent, écoutez, on va vous dénoncer parce que c'est quand même pas normal ce qui se passe ici. Et ils décident en fait de retourner dans le passé pour pouvoir les déposer à la préhistoire et les laisser là. Donc, c'est pas très gentil, ils les tuent pas réellement, mais en tout cas, ils vont mourir quelques millions d'années en arrière. Oui. Donc, depuis, le Docteur a beaucoup évolué. Mais même cette incarnation-là reste relativement héroïque, va se dresser entre les envahisseurs et la Terre, etc., alors que c'est même pas sa planète, puisque c'est un extraterrestre. Mais finalement, il évolue comme les personnages dans les comics évoluent avec la société, où actuellement, on a beaucoup plus de comics qui abordent la transidentité ou la représentation des femmes. Et on a ça aussi dans les personnages qui interprètent le Docteur. Ah mais oui, de toute façon... Déjà tout du long, en fait, c'était pendant des années, c'était un homme, c'était un vieux. Ensuite, au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus jeune, jusqu'à ce que le 11e Docteur, Matt Smith, quand il a commencé, il avait 26 ans. Ouais, c'est le plus jeune? C'est le plus jeune à avoir commencé. Okay. Au début, c'est le plus jeune. Et après, on a basculé sur complètement autre chose, puisqu'au bout d'un moment, il y a de nouveau un vieux avec Peter Capaldi, et ensuite, on a une femme avec Jodie Whittaker, et ensuite on a temporairement un personnage qui est assez furtif, puisqu'il s'agit justement d'un docteur inconnu, le docteur fugitif, qui est une femme quarantenaire noire. Oui. Donc on est dans complètement autre chose. Et on peut effectivement varier sur toutes les identités, sur tous les genres, etc. Et à ton avis, pourquoi c'est autant possible avec le docteur ? Alors déjà, d'une part, parce que n'importe qui peut l'interpréter. Au moment quand en fait, le précédent en a marre ou que les producteurs en ont marre, en fait, il peut se barrer et être remplacé par quelqu'un d'autre. Ça avait commencé justement avec William Hartnell, qui était le premier docteur, et qui était simplement trop vieux. Au bout d'un moment, il a fallu passer le flambeau. Donc, ils ont créé justement cette question de « il régénère ». Et donc, conclusion, en régénérant, en fait, il change non seulement de visage, mais de personnalité. Et c'est pour ça qu'effectivement, par contre, c'est héroïque. Et ce que tu disais est complètement vrai. Ça, la tendance du docteur représente la tendance du moment. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler justement des scénaristes ? Parce que je sais que tu as pas mal de choses à nous dire sur ça. Et notamment, on s'était appelé la veille là, du tournage pour un petit peu aborder des points. Et j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une empreinte autant comics dans le Docteur, qu'il y avait des personnes comme Neil Gaiman qui ont aussi scénarisé, qui a eu des grandes personnalités. Et ça, donc ça, c'est déjà une première question, mais ça en découle d'une deuxième, mais pourquoi, du coup, c'est pas autant
connu pour qu'on n'en parle pas autant. Alors, le lien avec le comics, en fait, est relativement... on va dire qu'il est là depuis longtemps, mais en fait, la plupart des gens ne le savent pas. Les comics de Doctor Who ont commencé même pas un an après que le premier épisode ait été diffusé. Donc, dès 64, on a des comics de Doctor Who qui existent, mais qu'en Angleterre. Ok. Au fur et à mesure, ça va de plus en plus se développer. Il y a des gens comme Des Skinn, qui est en gros le Stan Lee britannique, si vous préférez, en fait, qui vont imposer des petits nouveaux comme Alan Moore, comme Steve Dillon, comme... Ça me dit rien. Oui, que des inconnus au bataillon, tout à fait. Voilà. Et donc, la donne a changé. À un moment même, Doctor Who sera publié chez Marvel. Et les premiers numéros sont tous dessinés par Dave Gibbons, qui a fait un petit truc indé du nom Watchmen, il me semble. Wow, Voilà, c'est ça. Pareil. Quand Neil Gaiman va s'y mettre, en fait, il va être scénariste de 2 différents épisodes de Doctor Who, dans les nouveaux. Comment dire, un des épisodes les plus connus qui s'appelle Blink par Steven Moffat, ton chéri. Le dieu. Voilà, le dieu, voilà. En fait, cette histoire-là avait commencé par quelque chose qui serait traduit par ce que j'ai fait pendant mes vacances de Noël par Sally Sparrow. Et c'était publié dans le Doctor Who annuel 2006. Ok. Où cette fois-ci, c'était le 9e Docteur, donc celui qui est interprété par Christopher Eccleston, et qui, en fait, est une fille de 9 ans qui, en fait, va intervenir avec le Docteur qui lui parle via des vidéos. Ouais. Il est coincé dans le passé, donc il y a toute une interaction fait avec des vidéos. Donc, elle se demande comment se fait-il qu'une vidéo puisse lui répondre, et en fait, c'est pas ça du tout. Le Docteur simplement anticipe ce qu'il va dire, parce que c'est pas un être humain, blablabli, blablabla. Et tout ça, c'était écrit par Steven Moffat. Et par la suite, il va recycler sa propre histoire pour faire Blink. Il va rajouter les employeurs dessus. Et une fois de plus, il va repartir avec un BAFTA en tant que meilleur scénar, comme chaque année à l'époque. Jusqu'à ce qu'on finalement lui donne la direction en fait, de Doctor Who. Mais et en ce qui concerne les scénaristes de comics, je recadre parce que j'ai un peu digressé comme d'habitude, on retrouve vraiment... énormément de gens. Il y a Grant Morrison qui est scénariste dessus. Okay. Et tout ça, ça a été réimprimé. Il y a vraiment, on va dire, le gratin britannique a bossé à un moment ou à un autre sur le Doctor Who. Garth Ennis, à un moment, il y avait un bouquin qui était une sorte de hors-série où il y avait du Doctor Who. Il y avait Judge Dredd, il y avait plusieurs personnes. Et en fait, hop, il a bossé dessus. Et ainsi de suite. Quoi qu'il arrive, Doctor Who et cette intelligentsia, on va dire, des comics ont toujours cohabité. Parce que, ça fait partie du truc. C'est-à-dire qu'à l'époque, la BBC a conçu ça pour que ce soit un truc pour enfants. Ça a pris au-delà de ce qu'ils espéraient. Ils ont fait une bande dessinée. Dans la foulée, ils ont fait immédiatement, en fait, un livre sur les Daleks. Qui expliquait, qui expliquait une bande dessinée sur les Daleks qui arrive la même année que le comics de Doctor Who. Où à l'époque, par contre, ils n'avaient pas encore déterminé en fait ce qu'il y avait dedans, donc on voit un truc que mécanique. Donc il y a un guide sur comment c'est fait, un guide technique, des bandes dessinées, des aventures hors Docteur, avec d'autres personnages qui rencontrent des Daleks, toujours en bande dessinée. Jusqu'à ce qu'il y ait Marvel, il y ait d'autres personnes. Panini a commencé à faire en fait un magazine dans lequel il y avait des strips de Doctor Who. Ouais. Marvel, ensuite IDW, Titan, et puis là pour l'instant on reste là-dessus. Mais encore en parallèle, à l'heure actuelle, il y a des comics de Doctor Who faits par Panini britannique. Le britannique. Mais alors, pourquoi ça n'a pas eu la même popularité que d'autres personnages là, si on reprend super-héros, ou même de l'indépendant, tu cites Alan Moore avec Watchmen, etc. Mais ça a toujours existé. Il y a eu des grands noms qui ont participé à cette figure-là, mais aujourd'hui, c'est populaire. Mais j'ai l'impression que c'est une popularité de niche un peu. On est une communauté de fans, mais qui est peut-être qui se rassemble moins parce que du coup, on a moins d'événements où se rassembler et on peut moins se montrer parce qu'il y a moins de goodies. Je sais pas, peut-être, j'ai l'impression qu'on... Alors, ça dépend où, en fait. Ouais. Ça dépend où. Dans le Commonwealth, Doctor Who, c'est une légende. Chez les Britanniques, c'est carrément... c'est plus anglais que le nez...
James Bond. Matt Smith a littéralement couru avec la flamme olympique à l'époque. Oui. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que s'ils avaient pu, je pense que sur les podiums, il y aurait eu un TARDIS. Dans Google Maps, il y a un endroit où il y a un TARDIS. Ok. Oui, voilà, c'est-à-dire ils ont un escape game et un musée là-bas, je crois. Tout à fait. Aussi, ouais. Mais là, non, c'est-à-dire qu'il y a un endroit réel à l'heure actuelle où si tu tapes l'adresse, il y a un TARDIS et si tu cliques dans l'image du TARDIS, tu vois l'intérieur fictif, bien entendu, du TARDIS. Donc on est là-bas, c'est une institution. Tu peux pas. En France, en fait, ça n'a jamais pris. C'est un peu comme Star Trek, c'est-à-dire que ça n'a pas été diffusé dans les années 60, donc en fait, les gens n'ont pas grandi dessus, donc ça ne véhicule pas la même chose. Maintenant, pour tous les gens en fait, qui couraient après tout ce qui était anglophone, à un moment ou à un autre, on tombe sur du Doctor Who en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin, c'est incroyable. Et une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est dur d'en sortir. Chez les ricains, ça a pris. Alors, moi, comme je disais, c'était diffusé sur service public. C'était très bonne enfance aussi, cela, etc. Mais c'est avec la période Moffat et Matt Smith que en fait ça va prendre tout son essor, puisque d'un seul coup ce sera diffusé en simultané États-Unis, Grande-Bretagne, États-Unis, et les histoires font que une partie se déroule aux États-Unis. Ils ont été au Comic-Con. Oui, c'est ils vrai. ont fait tout un événement et dans la foulée ils ont été tournés en fait dans le désert et mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même par 10 leur audimat aux États-Unis. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une étape supplémentaire qui est passée au moment où David Tennant a pris le rôle, et ensuite une nouvelle étape à partir de Matt Smith. Alors oui. Quelque chose d'assez différent où David Tennant a peut-être apporté une fraîcheur qui est liée à son rôle, peut-être aussi à tous les runs qu'il a pu avoir. Enfin, il y a le tableau juste derrière, mais le run de Bad Wolf, pour moi, c'est un des préférés. Et Matt Smith lui a apporté cette touche très anglaise avec son jeu, quelque chose de très... il y a quelque chose de très physique, de très théâtral, tu vois, quand il joue, il est... Bien entendu. Il est ancré, quoi. Et du coup, eux ont peut-être donné, je sais pas, une nouvelle visibilité ou apporté quelque chose de nouveau au Docteur. De toute façon, en fait, la nouvelle série en fait a été produite par BBC Pays de Galles, ce qui, moi, au tout début, ça faisait rire la communauté tout entière, parce que c'est un peu comme dire, je sais pas moi, FR3 Régional Bretagne décide de reprendre un truc ultra connu en disant on va faire ça, et ça cartonne. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, c'est toujours eux qui produisent Sherlock Holmes, au passage. Mais il y a eu une reconnaissance quasi immédiate, mais effectivement, c'était Doctor Who, c'était un truc pour gamins. Ça a pris du temps à être reconnu, et quand Eccleston, en fait, s'est barré, c'était David Tennant. Donc David Tennant, en fait, de toute façon, à juste titre, parce que c'est un acteur de génie, a pu récupérer les lauriers, mais de quelque chose qui avait été déjà lancé par Eccleston, et ensuite... Il y a la popularité de Tennant, qu'effectivement, on vous le mettait sur scène et d'un seul coup, tout le monde fait « Ah, on voit que lui, c'est incroyable ». Mais ça a permis, en fait, de dynamiser on va dire, une vieille licence, parce que c'est ça, 1963, c'est une vieille licence. Le mec, c'est la même âge que Spider-Man, en l'occurrence. Et pour finalement... vraiment intégrer le XXIe siècle de manière relativement spectaculaire, avec justement, regardez, sa nouvelle partenaire, son nouveau compagnon, joué par Gary Freeman, Martha Jones, est une noire. Et puis en plus, c'est joué par une noire qui en plus est arabe en même temps. Voilà, donc c'est relativement progressiste. Il y a des thèmes qui sont abordés qui sont pas forcément évidents, qui n'étaient pas évidents, parce que c'était un peu poussiéreux avant la BBC. Là, ça devient beaucoup plus moderne. On est dans autre chose, mais vraiment, en tout cas, pour toute l'Amérique du Nord, c'est la période Matt Smith qui, d'un seul coup, on est passé de ce que faisait Tennant, qui était très très bien, qui avait déjà augmenté par rapport à avant, mais là, ça a été multiplié par 10. Ok. Mais vraiment, ça a été brutal. Est-ce que c'est lié aussi au scénario de Steven Moffat ? Enfin, là, on parle beaucoup de lui, on va aborder lui, mais il y a aussi Russell T. Davies qui a fait un travail incroyable. Il a fait un boulot incroyable, Russell T. Davies. Il a amené un savoir-faire, il a redynamisé, il a réinjecté une nouvelle vie en fait dans un personnage qui était considéré comme
au même titre que je n'irais pas dire, on va pas dire oui, ouais, mais c'était ça, c'était vraiment enfin, Doctor Who, c'était pour les gosses. Ouais. Les derniers épisodes de l'ancienne série, c'était vraiment pour les mômes. Là, ils l'ont un peu plus... ils l'ont adoisé déjà dans un premier lieu avant que ce soit aussi accessible à tous les adultes. Mais Russell T. Davies, justement, avait produit tout ça. Mais chaque année, Steven Moffat, en fait, repartait avec un BAFTA de meilleur scénariste. Dans la première saison avec Eccleston, il y a le double épisode qui se passe en fait pendant le Blitz. Donc on découvre Jack Harkness et le gamin Are you my mommy? Voilà. Ensuite on passe à la deuxième saison qui est The Girl in the Fireplace. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est la Madame de Pompadour dans un vaisseau spatial. Il y a une cheminée dedans en fait qui permet de faire qui est incroyable. C'est toujours Moffat qui repart encore. La troisième saison, donc Blink, Les Anges Pleureurs. Donc, voilà, il y avait un épisode, point. Et la quatrième saison, c'était le double épisode qui se passe dans la bibliothèque. Ouais. Où on découvre le professeur River Song. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, de toute façon, il était acté que Russell T. Davies allait partir. Ils ont dit à Moffat, on les donne à lui. Donc, en fait, le type, en un laps de temps relativement court, prend la direction des opérations en ce qui concerne Doctor Who et co-crée avec Mark Gatiss Sherlock. Ah, c'était d'une bière. Ah oui, j'oubliais. Il scénarise le Tintin pour Steven Spielberg en synthèse. Ah oui. Ah oui, voilà. Non, c'est un mec qui... Voilà. Il a un petit CV qui passe plutôt bien. Donc, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique et qui parle à tout le monde. Enfin, je pense que déjà toutes les personnes qui ont regardé à l'époque Sherlock ont toutes été un peu sur le cul d'une réinterprétation moderne, parce que c'est assez casse-gueule, c'est un numéro d'équilibriste, ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, c'était super réussi. Et en ce qui concerne Doctor Who, le premier épisode de la cinquième saison, où il rencontre une petite fille. Avec Matt Smith. Amelia Pond. Et ensuite, il la retrouve une fois qu'elle est adulte, parce que pour lui, il s'est écoulé genre quelques minutes, et d'un seul coup, voilà, ça fait 12 ans qu'il est parti. Et en fait, il y a un véritable fil conducteur tout du long de la première saison. On découvre plusieurs choses, aussi bien des vampires à Venise que les anges pleureurs à nouveau, que Van Gogh, etc., etc. Donc on est dans quelque chose qui est... on va dire, on redore le blason d'une mythologie. À ton avis, c'est quoi qui marche le mieux avec Doctor Who? Parce que comme tu dis, il y a surtout avec Matt Smith, il y a eu du fil rouge. Il y en a aussi avec Peter Capaldi, où tu retrouves constamment les mêmes personnages avec le couple de filles. Alors, j'ai plus leur prénom, avec Monsieur Patate, là. Mais il y a aussi beaucoup d'épisodes qui sont uniques, qui sont en one-shot. Je pense notamment à l'excellent... je cite encore Matt Smith, mais parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est l'écriture de Steven Moffat, mais l'épisode de Van Gogh, qui est incroyable, qui est aussi très beau. Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Et les choses en fil rouge, où à chaque fois, on a des petites... Alors déjà, il y a le fait qu'il y ait une véritable histoire, une histoire qui est relativement fouillée. Comment dire? Je vais faire une brève explication. Pour moi, il y a deux types de séries télé. Il y a une série en fait où en fait c'est les rapports des personnages uniquement, et puis on peut faire ça à l'infini parce que en fait, moi au bout d'un moment ça me saoule assez rapidement, parce que ça va être, enfin, si on prend des modèles comme Grey's Anatomy ou ce genre de choses, où ça va être qui couche avec qui est secrètement, voilà, qui est malade, qui a le cancer. Ça se passe mal dans un couple, ceci, cela, etc. Qui est un pote et finalement ne l'est pas, et ainsi de suite. Ça peut durer très longtemps. Parce que la monteuse regarde Grey's Anatomy, et donc à tout moment, elle peut te flouter. Bien entendu. Bien entendu. Et le deuxième, on va dire, le deuxième prototype, on va dire, ça va être quelque chose en fait où l'histoire est plus importante que les personnages. Et là, l'exemple extrême, c'est des choses comme CSI et les experts. Quoi qu'il arrive, il faut résoudre le crime et savoir comment ça s'est passé avec des ralentis pour expliquer à tout le monde le teneur scientifique de la chose, bien entendu. Mais on s'en fout de savoir que ce soit Pierre Purlujac, en fait, qui est dans un laboratoire en train de le faire. C'est secondaire. L'idéal, justement, c'est tomber sur quelque chose, en fait, qui allie les deux. C'est-à-dire où il y a une véritable histoire en fond, et en plus, les détails en ce qui concerne les relations interpersonnages sont intéressantes. C'est évident sur le premier épisode de Sherlock, mais évident, c'est-à-dire qu'il y a un véritable truc, mais il y a tous les détails, en fait, tous les dialogues qui sont incroyables. Et on retrouve ça, effectivement, dans toute la période Moffat, où c'est
de la haute voltige constamment. On a donc une histoire compliquée, avec des personnages fouillés, avec un charme qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et en tout cas, pour les périodes Matt Smith, Capaldi, un peu Jodie Whittaker aussi, on a en fait un personnage qui est extrêmement vieux, joué par des gens relativement jeunes. Bon, Capaldi peut-être un peu moins, mais on va dire que... Mais il a le côté rocker, en fait. Il a le côté rocker, évidemment, c'est un peu c'est-à-dire que c'est un grincheux. On est face à des vieux juvéniles. Matt Smith, en fait, joue son personnage comme si c'était... Imagine ton grand-père qui a 80 balais ou je sais pas quoi, ou pire, et qui d'un seul coup est en train de... Mais sauf qu'il a toute la vitalité d'un jeune homme. Et on tombe dans quelque chose qui est complètement décalé, mais intelligent. On n'est pas sur... Alors, je vais faire grincer les dents. On n'est pas sur Vin Diesel avec un Marcel, en fait, qui fait vroom vroom avec sa bagnole. On s'en branle. J'ai le droit de dire on s'en branle. Oui. On se sera coupé. Oui. Donc voilà. Tu parlais aussi des relations amoureuses. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas le thème le plus principal. Et quand ça l'est, c'est plutôt bien fait. Moi, le seul reproche que je peux dire, c'est que même si j'aime beaucoup l'acolyte qu'est Martha Jones, je n'ai pas forcément apprécié le fait qu'elle tombe complètement redingue amoureuse du docteur. De même pour Rose, même si j'entends, mais j'aime plutôt le côté où on élude ça et qu'on apporte vraiment l'aspect acolyte comme les Ponds, comme Clara, comme Donna. Et je sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça. Moi, je trouve ça super intéressant dans la mesure où même Clara, au tout début, en fait, elle suit Matt Smith parce que elle le trouve classe, et puis après, ça évolue, ça devient quelqu'un d'autre. Il y a plutôt le côté, c'est un beau garçon, mais il n'y a pas vraiment le truc hyper... je sais pas, il y avait peut-être quelques épisodes avec Martha qui m'a un peu dérangée, où elle était vraiment... Elle n'attendait que ça, alors que c'est un personnage tellement intelligente, et je pense qu'ils l'ont peut-être mal... en fait, mal exploité, on appuie aussi sur un truc qui... C'est pas un être humain. C'est pas un être humain, et il a, au moment de Martha, je crois qu'il a 900 et quelques années. Oui, puis il est triste d'avoir quitté Rose aussi. Il est triste d'avoir quitté Rose, ça va pas marcher. Et en l'occurrence, c'est dans la 4e saison, en fait, il y a un docteur humain qui va être créé à partir de la régénération d'une main de Donna. Donc c'est un docteur humain, c'est un docteur qui va vieillir, et à ce moment-là, il saute le pas et il se met avec Rose. Mais autrement, la version éternelle de Seigneur du Temps, non. Il y a une barrière. Amy, à un moment, littéralement, essaie de le faire en disant, écoute, faut que je me marie demain, donc oui, c'est vrai. Une dernière fois, et il s'y oppose complètement en disant, mais ça va pas. Voilà. Et il n'a pas ce rapport-là avec les êtres humains. Oui, il n'a pas du tout le même rapport. Non, et d'ailleurs, c'est souligné par Missy, la maîtresse. Oui. À un moment, qui dit à Clara, mais attendez, nous, on est des seigneurs du temps, genre, sortez 2 secondes, sous la ceinture, et réfléchissez 2 secondes à ce que c'est la grandeur des seigneurs du temps. On a autre chose à foutre que de penser à faire bam-bam avec vous, ça va pas, non? Et du coup, l'acolyte que tu préfères, s'il y a à choisir? Alors, je suis tiraillé. Je suis tiraillé parce que, j'adore Donna. Je trouve Donna, mais complètement délire. Mais j'adore Amy parce que non seulement Amy est fantastique, aussi bien en tant que gamine qu'en tant qu'adulte, mais en plus, justement, c'est-à-dire que le personnage évolue, les rapports évoluent. Une fois qu'elle est mariée, malgré tout, ça l'empêche pas d'avoir toujours des rapports toujours assez intenses avec le docteur. Donc, c'est probablement le personnage qui m'intéresse le plus en termes de compagnon, Et du côté des méchants, est-ce qu'il y en a que tu préfères entre le maître, les Daleks, les Cybermen, ou il y en a plein d'autres après Oui. Alors c'est très 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 dur. Alors, forcément, les Daleks, c'est un truc fantastique. Enfin voilà, à un moment j'avais Ouais, mais à un moment donné, il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Il y a eu trop de variations, mais on va dire que c'est dur. Non, c'est dur, mais les anges pleureurs restent quand même un des plus grands trucs. Les anges pleureurs restent un des plus grands trucs, et il y a autrement... C'est compliqué de les battre, quoi. C'est extrêmement compliqué de les battre, et il y a un truc, mais je sais pas si c'est un méchant ou pas, parce que c'est très très compliqué, c'est l'église. L'église avec un grand E, qui en fait
Oui, évolue complètement. Et en fait, ce n'est qu'à la fin du cycle qu'on comprend à quel point, en fait, c'était des adversaires, des alliés, et pourquoi et comment, etc., etc. Puis ça fait sens, en fait, d'avoir aussi une sorte d'ennemi qui s'appelle l'Église, parce qu'il y a beaucoup... C'est un peu des références bibliques des fois dans Doctor Who. Enfin, tu vois, lui et sa position un peu de Dieu, où je crois que même il y a aussi qui lui en a parlé en disant mais tu n'as pas le droit de faire comme tu l'entends parce que tu maîtrises le temps et l'espace. Enfin, il y a aussi ça. Aussi il y a complètement ça. Il y a... on va dire, voilà, on va prendre une partie de l'Église, le silence. Ouais. Ça, moi, je trouve ça fantastique. C'est des gens des créatures en fait qu'on voit et dès l'instant où on détourne on les a oubliés. Donc au bout d'un moment, enfin, le délire de on va écrire un marqueur sur sa peau pour pouvoir déterminer exactement le nombre de fois où on l'a vu, et avant qu'on réalise on a 25 marques et l'impression de n'avoir jamais, et en fait c'est du renouveau. Non mais c'est quelque chose de fantastique, et je continue. Oui, effectivement, il faut qu'on arrête de parler de lui, mais je me prosterne tous les jours devant l'hôtel de Steven Moffat en disant mais bordel de merde. Tu l'as rencontré en plus? Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé. Je l'ai rencontré 2 fois. Je l'ai interviewé une fois pour à l'époque la partie Comic-Con de Japan Expo. C'était assez épique, et il venait juste d'arriver sur Doctor Who, et il avait fait, parce qu'il avait fait aussi. Il avait fait Jekyll, il avait fait une série télé sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui était ultra fun, où vraiment je lui ai dit, mais en fait c'est un thème récurrent de prendre des trucs édouardiens ou victoriens et en fait les transformer en modernes. Il faudrait que j'arrête de faire ça, et forcément il a fait Dracula juste derrière. Ouais. Donc, et après je l'ai recroisé à la Comic-Con en Comic-Con San Diego 2015, en fait, où j'étais en train de parler avec Titan Publishing. Et à la tête de Titan se pointe Steven Moffat. J'ai fait il me regarde, je fais oui, il y a longtemps, c'est pas grave, tout va bien. Donc voilà, mais je reste extrêmement admiratif sur ce que cet homme peut faire, et j'attends tous ses prochains projets. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il revient du coup prochainement. Là, on va enlever ta casquette de fan de Doctor Who pour ta casquette de directeur éditorial de Black River. Très bien, très bien. Pour justement parler de ce qui nous intéresse, donc la maison d'édition Black River va éditer Comics Doctor Who. Absolument. Avec scénariste Dan Slott. Plus ou moins. Oui, un petit. Alors attention, parce que tout le monde n'est pas expert en comics en regardant ces vidéos, c'est pas ce que je souhaite, mais voilà, Dan Slott, grand scénariste de comics, qui a beaucoup bossé sur du Spider-Man, du Fantastic Four, Arkham Asylum, Venom aussi. Alors on a du mal à séparer de Spider-Man parce qu'il a bossé pendant très longtemps. Il en a fait beaucoup. C'est lui qui a créé le Spider-Verse. Par exemple. En effet, Et donc, il revient sur du Docteur, où là, on a du coup l'esthétique des personnages, en l'occurrence sur le titre qui va apparaître en avril 2024, David Tennant et Donna. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tout à fait. Ça s'appelle Il était une fois un seigneur du temps. Et c'est une histoire, en fait, où c'est Dan Slott qui a demandé, en fait, s'il pouvait écrire quelque chose sur Doctor Who. Et donc, j'imagine que Titan a dû se dire oui, ça peut se faire, je pense qu'on peut être arrangeant. Et en fait, il s'agit on va dire, de quelque chose qui est du même ordre que Les Mille et une Nuits, c'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est pas Donna, c'est Martha Jones. Ah oui, j'avais l'impression qu'il y avait Donna sur la couverture, mais c'est Martha. Okay. C'est Martha Jones. Ah oui, c'est Donna qui revient dans les épisodes, mais là, les comics, il y a Martha. C'est Martha, et en fait, Martha Jones qui se retrouve coincée dans une situation où des enfants lui demandent de raconter des histoires de la même manière que Guignol. Elle se rend compte qu'elle a été prise au piège, parce que ce ne sont pas des enfants, bien entendu, et c'est des créatures qui sont constituées de feu, et qui lui demande de raconter des histoires. Et la personne en question doit raconter des histoires et d'autres histoires. Et au moment en fait, où les histoires ne sont pas bien, en fait, il cesse d'exister. Ok. Donc, en fait, elle va raconter 3 différentes histoires sur le Docteur. Ça fait penser à... Scheherazade. Oui. C'est ça, complètement. Complètement. Oui, il y a eu même un épisode. Il y a un épisode similaire, tout à fait. Tout à fait. Et
là, ça permet de passer en revue quelques différentes races qu'on a pu rencontrer jusqu'à ce que finalement ça parte complètement en couille. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le docteur en train de chevaucher un loup-garou entouré de Daleks et de Cybermen qui tentent de le tuer. Donc voilà, classique, ou communément ce qu'on appelle vendredi soir en Angleterre. Voilà, c'est ça. Et comment tu t'es retrouvé du coup à te positionner sur ce titre-là ? Est-ce que tu as eu peur ? Parce qu'il y a déjà eu des comics en France de Doctor Who, notamment chez Achilleos, et ça n'a pas forcément pris. Est-ce que là, la valeur ajoutée, elle est de la figure de David Tennant qui est populaire et aussi du nom du scénariste. Alors, et de sa gage de qualité. La première chose qui m'a intéressé, moi, en fait, c'était le fait de savoir que Dan Slott allait faire autre chose que du Spider-Man, déjà d'une part, parce que c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Et ensuite, effectivement, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que Titan avait ralenti énormément sa production de Doctor Who pour diverses raisons. Et là, en fait, ils s'y remettent. Et qu'à côté de ça, en fait, il y a une conjoncture qui fait que ça va être là, les 60 ans de Doctor Who. Que à côté de ça, en plus, Doctor Who débarque sur Disney+. Donc, c'est bizarre, alors que jusqu'ici, Doctor Who était disponible pour tous, en diffusion sur France Télévisions. Mais il y a beaucoup plus d'attention qui a été mise sur Doctor Who grâce à Disney+, ce qui est bien parce que c'est payant, mais malgré tout... Ça apporte une autre visibilité, un autre public aussi. Ça apporte un autre public, exactement. Et la possibilité, bien entendu, de regarder aussi les épisodes en VO si on le souhaite, notamment. Ce qui est mieux. Ce qui est pas mal, on va dire. C'est au moins pour les anglophones, c'est toujours sympa. Donc, déjà, en fait, j'ai commencé à me regarder les anciens épisodes parce que ça m'intéressait. Et deuxièmement, ça faisait des années, en fait, facile 10 ans, que j'étais en contact avec Titan pour différents sujets, différents projets sur Doctor Who. Et que là, on s'est mis, en fait, à discuter de ce qui était possible ou pas. Et on a relancé, en fait, la machine de Doctor Who. Et en fait, le problème était de trouver un angle... on va dire, une porte d'entrée au public pour Doctor Who. Parce que le problème avec Doctor Who, avec les comics de Doctor Who, surtout dernièrement, c'est que, en fait, à chaque fois, c'est un docteur qui rencontre un autre docteur. Oui. Et donc, ça devient une sorte de référence, une private joke, ni plus ni moins. Mais pour un public français qui ne connaît pas suffisamment bien Doctor Who, c'est très compliqué. Donc, il faut trouver quelque chose d'accessible. Et je pense que ça, on a pu trouver quelque chose qui était accessible, où il n'y avait pas au moins 3 ou 4 docteurs qui se baladaient ensemble. Et donc, si les gens aiment bien celui-là, ça leur permettra d'accéder au reste de Doctor Who et de le découvrir progressivement. Et je pense aussi que, à l'heure actuelle, les épisodes spéciaux, de ce que j'en ai vu, sont parfaitement accessibles. Avec Donna, même si on n'a pas vu, on peut comprendre plus ou moins ce qui s'est passé et de nouveau entrer à nouveau dans du Doctor Who. C'est-à-dire qu'il y a un réel enjeu, que ce soit dans le comics ou dans la série, de faire grandir justement la communauté de fans. Oui. Moi, genre, c'est extrêmement péteux de ma part, mais je voudrais participer à la popularisation de ce personnage en fait en France. Avec le titre qui va sortir. Et si on peut en sortir d'autres, on a discuté à Comic-Con, d'ailleurs, au Comic-Con de San Diego 2023, je vais discuter avec des gens aussi bien de chez Titan que un peu de la BBC, parce qu'il y avait un stand BBC, de la prochaine diffusion du prochain Docteur, donc pas le 14e cette fois-ci, mais le 15e, qui sera joué par Nkuti Gawa. C'est ça. Et de savoir quand est-ce que les comics pouvaient arriver pour qu'on puisse les sortir à la suite. On attend que ça. Okay. On attend que ça. On voudrait pouvoir en fait le mettre en avant parce que de nouveau, là aussi, une fois de plus, on va être taxé de progressisme effréné, mais en fait, voilà, il y a un Docteur Noir qui va arriver. C'est important. Et c'est dans la lignée de ce que propose le Docteur depuis des années. Tout à fait. Bien qu'il y ait eu déjà un Docteur Noir qui était une femme d'un certain âge, mais après, c'était moins de place. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est un personnage mystérieux, comme on l'a vu, on va revoir. Donc, de toute façon. Mais oui, le but, c'est ça aussi. C'est pas uniquement de vendre des comics, c'est également de participer, on va dire, à faire grandir une certaine communauté. On va dire. Voilà. On a hâte de le lire.
Je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Là, on a tout dit. Il faut idolâtrer Stéphane Moffat. Déjà. Et il faut regarder. De toute façon, on vous invite à aller le 25 novembre sur Disney. Voilà, ça reste plus accessible parce que je crois que maintenant, ils sont dispo nulle part ailleurs. Il y a eu la sorte de transition. Maintenant, les épisodes vont être dispo seulement sur Disney. Oui, mais les anciens, je ne sais pas encore, en fait. Je ne sais pas. Parce que là-dessus, la communication n'a pas été super fluide. Oui, ils n'en ont pas parlé. Les nouveaux, c'est sûr, ils sont sur Disney+, les anciens. Oui. Après, il y a aussi les coffrets. Oui, il y a les coffrets, effectivement. Ouais. Les coffrets, en plus, qui est intéressant. Qui sont très bien. Sont bien, avec les épisodes vraiment spéciaux, les épisodes annexes. Il y a vraiment plein de trucs à voir. Tous les mini-épisodes, en fait, qui étaient sortis uniquement soit sur YouTube, soit sur BBC Player à l'époque, et qui ne seront jamais sortis en France. Ouais, exactement. Et puis, suivre Black River parce qu'on édite des trucs plutôt cool. Jusqu'ici, ça va, on peut pas trop se plaindre. Et notamment Doctor Who en avril. Merci David, c'était très cool de parler de Doctor Who avec toi. Et je vous dis à bientôt.